create an organization, global, to create bridges for young people that I didn't have to work on. Believing in humanity, but with action and saying we must hold ourselves accountable and we must do better. We must do better. Comment regarde-t-on le monde aujourd'hui et qu'est-ce qu'on veut qu'il devienne? Comment est-ce qu'on l'imagine? Alors, bon matin à tous, bonjour et bienvenue à cette deuxième journée de MTL Connect. Est-ce que tout le monde est réveillé? Je vois des gens qui n'ont pas de café en main. Bonjour, bon matin, vous allez bien? Oui. Mais là, mes chers élèves, j'ai l'impression d'être dans une classe d'école. On se réveille un peu, on se loosen up, on a une belle journée d'apprentissage devant nous. MTL Connect, bon matin! Ah ouais, j'aime ça. Et chers internautes, bonjour également. Merci d'être des nôtres dans cet événement hybride MTL Connect, la 6e édition de MTL Connect. MTL Connect, la semaine numérique de Montréal. On est très content d'être ici. Mon nom est Armand Afkami, votre animateur pour les 3 jours d'événements ici au Centre NAD UQAC. Écoutez, on a une belle journée. C'est un beau mercredi. Pour ceux qui ne sont pas là, bien, vous manquez une belle journée automnale de Montréal. Il fait beau. Ça fait du bien, du soleil. On est de bonne humeur. Aujourd'hui, on traite de 2 belles thématiques. Nous allons parler d'intelligence artificielle. Nous allons parler de culture et créativité. Et ce, tout au long de la journée, ces 2 sujets vont se chevaucher. On a des ateliers, des tables rondes, des rencontres de secteurs d'excellence, des conférences. Bref, des opportunités de networking. Beaucoup de belles programmations et de façons de découvrir tous ces beaux contenus qu'on vous a préparés tout au long de la journée. Justement, une petite note pour vous annoncer aussi de ne pas manquer au 8e étage un parcours expérientiel ou un parcours d'exposants qui vous ont préparé justement des expériences assez le fun. Je vous invite donc tous à aller au 8e étage, prendre l'ascenseur, aller découvrir toutes ces belles activations-là également. Alors, avant de commencer, j'aimerais également vous souligner qu'aujourd'hui, on est heureux de présenter la 4e édition des rendez-vous France-Québec sur la découvrabilité des contenus culturels francophones, fruit d'une collaboration entre le ministère de la Culture et des Communications du Québec et le ministère de la Culture de la France, ainsi que le Printemps numérique. Justement, pour finir et pour boucler la boucle sur cette 4e édition des Rendez-vous France-Québec, nous aurons le ministre Mathieu Lacombe qui sera ici présent avec nous durant la journée et qui va également clore la journée avec une allocution. Alors, on vous inviterait tous d'y participer justement là, pour voir qu'est-ce qu'on fait ici au Québec pour continuer à promouvoir la découvrabilité des contenus culturels francophones. Alors, on switch complètement la track. Aujourd'hui, ce matin, on parle de IA. Mais là, on rentre encore plus dans le Deep West. On parle de IA et de quantique. J'espère que vous êtes prêts, calepin en main, prêts à absorber du contenu. Ça va être... j'espère que vous êtes prêts. Je vois que vous avez votre calepin, vous êtes prêts à prendre des notes. Alors, sans plus tarder, j'aimerais justement vous inviter la modératrice de ce panel, de cette rencontre de secteur d'excellence qui est présentée par la Ville de Sherbrooke. Alors, on va parler, comme j'ai dit, quantique, intelligence artificielle. Et pour accueillir les invités, vous parler un peu plus de ce sujet, j'invite donc Éliane Béliveau-Leblanc de Entreprendre Sherbrooke. Bonjour. Bonjour Anna. Bonjour. Vous allez bien? Très bien.
La ville de Sherbrooke est à 1h30 de Montréal, dans les cantons de l'Est, en Estrie. C'est juste à côté des frontières avec les États-Unis. C'est une ville de 180 000 habitants, ce qui en fait la 6e plus importante au Québec et le top 16 des meilleures petites villes au Canada selon worldbestcities.com. En fait, à Sherbrooke, on a une belle proximité avec la nature, on a un faible taux de criminalité, puis on a aussi un accès facile à la propriété. Mais pour les panélistes et pour moi, c'est pas ça qui fait que Sherbrooke est intéressante aujourd'hui. Bien, elle est intéressante, mais elle a un petit côté de plus. En fait, c'est vraiment qu'elle est imbriquée dans les sciences quantiques et je vais vous expliquer un peu pourquoi avant d'inviter mes panélistes. Je m'appelle Éliane Béliveau-Leblanc, je suis chef en développement industriel, secteur TI et quantique pour Entreprendre Sherbrooke. Alors, en fait, en 2022, à l'hiver 2022, la ville de Sherbrooke s'est fait désigner zone d'innovation. C'est quoi une zone d'innovation? Une zone d'innovation, c'est vraiment un projet de société qui a été mis sur pied par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie pour faire du savoir un moteur de développement économique. On a 4 zones d'innovation au Québec. On a la vallée de la transition énergétique qui est à Bécancour, Shawinigan et tout ça. On a microélectronique à Bromont. On a l'aérospatiale qui est la toute dernière désignée à Montréal, et Mirabel et Longueuil, et évidemment Sherbrooke en sciences quantiques. Qu'est-ce que ça fait, en fait, une zone d'innovation? Bien, c'est vraiment un écosystème bien ficelé qui va accompagner les entreprises dans leur croissance, mais qui va aussi attirer d'autres entreprises et des fonds étrangers. C'est vraiment axé sur une expertise de pointe qui va avoir une grande portée internationale. Pas étonnant que Sherbrooke a été nommée zone d'innovation en 2022 parce que l'Université de Sherbrooke, qui est bien implantée dans le milieu depuis plusieurs années, a décidé il y a 40 ans, en fait, son département de physique a décidé de s'enligner il y a 40 ans en physique quantique. Et là, ils ont inauguré l'Institut quantique en 2022, qui aujourd'hui regroupe 39 chercheurs avec des sommités mondiales, qui a aussi plus de 200 étudiants, dont des laboratoires avec des infrastructures de recherche qui contiennent des réfrigérateurs cryogéniques. Donc, je ne sais pas si vous savez un peu de quoi je parle avec ça aujourd'hui, mais c'est des réfrigérateurs qui vont à moins 273 degrés Celsius. Et ils ont aussi un laboratoire d'algorithmique quantique qui va se concentrer sur le calcul quantique. Ce laboratoire-là s'appelle l'AlgoLab et il va notamment accompagner les entreprises dans leur recherche de calcul quantique et d'application. Donc, pour nous en parler davantage, je voudrais inviter mon premier panéliste, Ghislain Lefebvre, qui est responsable de l'AlgoLab et des partenariats à l'Institut quantique. On va s'asseoir. On s'assoit, ça fait qu'on se fait ça assis pour ma fait présentation. Donc, bonjour tout le monde. Ghislain Lefebvre, comme Eliane le mentionnait, responsable de l'AlgoLab, donc qui est notre équipe de programmation quantique à l'Institut quantique. C'est maintenant une équipe de 8 programmeurs et programmeuses. On a plusieurs mandats à l'AlgoLab. Un, c'est de travailler avec différents groupes de recherche à l'intérieur de l'université qui veulent utiliser l'informatique quantique dans leur recherche, et aussi, comme Eliane le mentionnait, de travailler avec des entreprises intéressées à explorer l'informatique quantique, à savoir, bon, bien, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça représente, où est-ce qu'on peut l'utiliser, et on design des projets avec ces entreprises-là, avec nos chercheurs, nos chercheuses, nos étudiantes, nos étudiants à l'université. Et bien, une fois les budgets ficelés, on part tout ça et puis on y va en recherche. Puis on essaie de faire avancer les connaissances, de faire avancer la compréhension sur comment utiliser cet outil-là. Parce qu'on est encore au balbutiement, on va y revenir dans quelques instants, mais l'ordinateur quantique est encore en train d'évoluer à vitesse grand V. Et pour ça, bien, il faut faire de la recherche. Et bien, c'est ce qu'on fait à l'Institut quantique, plus particulièrement fait à l'AlgoLab pour la portion algorithmie quantique, parce que sinon, plus largement, à l'IQ, il y a de la recherche sur le côté hardware ou matériel, il y a de la recherche en matériaux quantiques, il y a de la recherche en capteurs quantiques, mais pour aujourd'hui, on va se limiter à principalement l'informatique quantique. On va essayer. Donc, informatique quantique, recherche universitaire, tout ça veut dire étudiants qui ont des idées. Plusieurs étudiants sont sortis de l'Institut quantique. Si vous nous entendez dire IQ, ce n'est pas Investissement Québec, c'est Institut quantique. Juste pour, si on parle vite, des fois, on a notre jargon à nous, là. Donc,
des étudiants ont parti des startups à Sherbrooke, mais il y en a une aussi, avant même l'inauguration de la zone d'innovation, qui a vu en Sherbrooke ce potentiel-là grâce à ce que l'Institut quantique faisait. C'est une startup de Vancouver qui est venue s'installer à Sherbrooke il y a déjà 5 ans et maintenant, elle a parti sa propre filière indépendante qui s'appelle Irréversible. Donc, pour nous en parler, j'invite ma prochaine panéliste, Sophie Rochette, à venir nous parler d'Irréversible. Donc, Sophie, est-ce que tu peux nous dire un peu qu'est-ce que vous faites chez Irréversible? Oui, bien, si je fais un petit peu l'historique, donc OneQubit qui s'est implanté, c'est ça, à Sherbrooke, pour ouvrir son 3e bureau, en fait, après Vancouver et Waterloo, un 3e bureau à Sherbrooke en 2019. Et c'est vraiment, dans le fond, OneQubit a été le premier partenaire de la zone quantique qui n'était pas directement originaire de Sherbrooke. Donc, ça parle un peu du potentiel qui a été vu en Sherbrooke au niveau du personnel hautement qualifié. Donc, les étudiants, surtout qui sortent de l'Institut quantique, de l'Institut interdisciplinaire en innovation technologique aussi, le 3IT, et l'écosystème donc, qui constitue, que tout ça constitue pour capitaliser sur les expertises qui se trouvent à Sherbrooke et développer des technologies vraiment innovantes. Et en 2024, en fait, cette année, officiellement, en 2024, au mois de mars, on a émergé, dans le fond, Irréversible, donc qui est une spin-off de OneQubit, mais qui est maintenant complètement indépendante. Donc, l'historique de OneQubit, c'était de travailler avec les algorithmes, les logiciels en tant qu'outils pour le quantique et pour l'IA. Donc, il y a vraiment un mariage entre les deux qui est à l'origine de la recherche qui se fait à OneQubit. Donc, l'intelligence artificielle pour le quantique et le quantique pour l'intelligence artificielle. Irréversible est émergé comme une version hardware, donc matérielle de ces solutions-là. Donc, ce qu'on développe surtout à Irréversible, c'est des solutions matérielles pour l'IA, mais qui sont inspirées de la physique et en particulier des phénomènes quantiques. Et on vient vraiment capitaliser sur les expertises en microélectronique, en information quantique qu'il y a à Sherbrooke pour construire notre équipe. Et on emploie aussi beaucoup d'étudiants comme stagiaires. Il y en a beaucoup, en fait, qui sont maintenant à temps plein après avoir fait un stage avec nous. Donc, des étudiants à la maîtrise, au doctorat, en génie électrique, en physique, en informatique, en mathématiques aussi. Et donc, qui vont contribuer à ces beaux projets-là. Donc, c'est un peu ça l'idée générale, dans le fond, derrière Irréversible. Merci, merci. Donc là, vous voyez qu'on a la recherche académique, des universitaires gradués qui nous donnent de la main-d'œuvre qualifiée. On a des entreprises, des startups qui sont passées par Sherbrooke. Là, dans le fond, aujourd'hui, avec la zone d'innovation, on est rendu à une scale-up, 11 startups, 2 OBNL, 2 incubateurs et un fonds d'investissement. Tout ça constitue le gros écosystème de la zone d'innovation, en plus de tous les partenaires, les membres fondateurs et tout ça. Donc, c'est quand même un contexte qui est assez stimulant pour un investisseur qui se dit « Ah, ben moi, je crois au quantique. Je pense que les entreprises sont bien accompagnées à Sherbrooke. » Pour en discuter davantage, je vais inviter mon prochain et dernier panéliste, Martin Laforêt, à venir nous parler un peu plus de comment ça se passe d'investir en quantique, mais principalement à Sherbrooke. Bonjour, Martin. Bonjour tout le monde. Donc, Martin Laforêt, je pense, dans la lignée de l'histoire, je suis celui qui est au bout, là, le capitaliste gratteux qui veut de l'argent. En fait, je suis plus un communiste qu'un capitaliste. Je dis toujours ça un peu à la blague. J'ai une formation en sciences quantiques aussi, dans les premières années où que les sciences quantiques ont vraiment vu le potentiel de tourner en technologie, mais j'ai bifurqué assez rapidement, plus vers le support à la recherche, essayer de faire sortir le mot dans la population générale de qu'est-ce que les sciences quantiques vont pouvoir faire. Ça, c'était il y a quelques années. Mais aujourd'hui, on est plus dans le qu'est-ce que les sciences quantiques vont pouvoir faire. On est rendu qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Il y a des applications concrètes aujourd'hui, des compagnies qui font des technologies qui sont sur le marché ou des compagnies qui essayent de les amener sur le marché, qui m'a amené à joindre un fonds d'investissement. C'était pas du tout dans ma ligne de carrière. En fait, j'ai aucune ligne de carrière, mais on a vu un potentiel immense d'aller supporter des jeunes compagnies ou des jeunes entrepreneurs
qui veulent se lancer dans l'aventure quantique. Mais un des problèmes avec l'investissement, c'est que 95% du temps dans le domaine quantique, c'est des compagnies qui n'ont pas encore de produits, le marché n'est pas encore clair, ils ont peut-être des prototypes. C'est très, très, très dépendant des infrastructures universitaires. Donc, souvent, quand quelqu'un va voir un investisseur et dit « J'aimerais de l'argent pour pouvoir partir l'aventure », la première réponse, c'est comme « Retourne dans ton laboratoire, tu es encore à 20 ans de ça. » Donc, c'est un peu le bet qu'on a pris. C'est que notre équipe, on vient du domaine quantique et du domaine de l'investissement. Puis, malgré que la dynamique est différente dans le monde de l'investissement pour les startups quantiques, il y a un besoin, puis il y a aussi une grosse opportunité. Donc, Quantasset, on est un fonds de 24 millions de dollars qui se spécialise dans la jeune entreprise. On parle de seed et pre-seed, donc amorçage, pré-amorçage. On est seulement 4 fonds au monde qui font ça, puis le Québec s'est doté d'un fonds principalement pour le Québec. Donc, nous, on regarde, le terrain de jeu, c'est le Québec, mais on peut aussi regarder globalement. Puis, pour revenir à ta question, pourquoi on a fait ça ici? C'est parce que la zone d'innovation offre toute l'infrastructure, les opportunités, le support, le talent, les compagnies pour pouvoir aller à l'opportunité. On n'aurait jamais fait ça ailleurs parce qu'il n'y avait pas l'écosystème pour supporter ça. Donc, aussi, tu as mentionné, Eliane, il y a 2 incubateurs. Donc, Quantasset, nous, on est un peu le pot d'argent, mais le pot d'argent, tout seul, ça ne fait rien. Donc, on a créé aussi un incubateur qui se spécialise en compagnie quantique et aussi un pré-incubateur qu'on appelle un Venture Studio, qui s'appelle QV Studio, qui se spécialise aussi à aider à créer des compagnies quantiques. Donc, nous, on investit dans tout cela. Donc, c'est vraiment un jeu d'écosystème, puis c'est pour ça que la zone d'innovation est très propice à avoir un fonds d'investissement dédié au quantique. Donc là, on a mis la table sur Sherbrooke. Évidemment, on est là un peu pour vous donner le goût de venir nous voir à Sherbrooke. D'ailleurs, vous nous écrivez quand vous voulez. On va toujours être très heureux de vous recevoir, mais j'aimerais qu'on plonge un peu plus dans le vif du sujet puis que vous compreniez davantage aujourd'hui comment est-ce qu'on peut combiner l'informatique quantique et l'IA, donc l'intelligence artificielle. Donc, chers panélistes, pour les néophytes dans la salle aujourd'hui et un petit peu mon plaisir personnel aussi, est-ce que vous pourriez me dire comment est-ce que dans votre quotidien, vous voyez la combinaison de l'intelligence artificielle et des sciences quantiques? Je peux peut-être partir ça avec donc le point de vue de la recherche. En fait, juste pour camper le décor ici, l'ordinateur quantique ne remplacera pas l'ordinateur classique. C'est-à-dire que ce que votre ordinateur classique fait bien aujourd'hui, il va continuer de bien le faire dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. L'ordinateur quantique va être utile pour certains types de calculs et pour ces calculs-là, va amener un avantage exponentiel, un vrai exponentiel, comme les courbes de la pandémie, mais vraiment exponentiel. Et pour ces calculs-là, donc, il va y avoir un réel avantage à utiliser l'informatique quantique. Donc, ce que ça veut dire par rapport à l'IA, c'est que quand on aura du hardware fonctionnel, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui, on a du hardware avec lequel on peut s'amuser, avec lequel on peut faire de la recherche, on a des prototypes qui est extrêmement bruyant. Donc, il ne donne pas encore d'avantage quantique à utiliser ce hardware-là. Donc, on est encore assez fondamentalement dans la recherche, même s'il y a beaucoup d'entreprises qui s'intéressent à utiliser ce hardware-là dès aujourd'hui, ça reste qu'on est fondamental. Donc, l'idée, c'est de dire, OK, est-ce qu'en quantum machine learning, en apprentissage automatique quantique, est-ce qu'il y a moyen pour certains bouts de calcul dans notre modèle d'apprentissage d'utiliser l'ordinateur quantique pour aller chercher, à terme, un avantage à utiliser cette méthode-là qui est différente, qui est révolutionnaire et qui nécessite une façon de penser l'informatique qui est complètement différente. C'est-à-dire que quand on aborde un problème en classique, on va l'aborder avec nos paradigmes de programmation classique qu'on connaît. Quand on aborde un problème en information quantique ou en informatique quantique, on va utiliser notre schéma de pensée basé sur les phénomènes de mécanique quantique. Ce n'est pas le langage de programmation la difficulté, parce que le langage de programmation, généralement, la plupart des compagnies de hardware utilisent des interfaces qui sont en Python. Donc, le langage est très commun. Il y a des interfaces qui vont être en Julia, il y en a en C#, mais imaginons là, que ce n'est pas le langage de programmation qui est l'enjeu, c'est comment on va utiliser ce langage-là pour maximiser
l'utilisation des phénomènes quantiques qui sont à l'intérieur de notre système et à partir de ça, être capable de bâtir des façons de calcul qui vont nous amener un avantage exponentiel, comme je vous disais, c'est l'objectif pour certains types de calculs. Fait que je m'arrête là pour le point de vue plus recherche, puis je passe le micro à mes collègues ici. Oui, je peux peut-être donner un exemple d'un projet qu'on a chez Irréversible, en fait, qui combine justement l'IA puis le quantique. Donc, Ghislain a parlé du fait que en ce moment, les prototypes ou ce qu'on a comme processeur quantique, c'est très bruyant. Puis, on s'attend à ce qu'on ne puisse pas complètement éliminer ce bruit-là, en fait, dans les systèmes quantiques. Mais ça, c'est un problème pour, dans le fond, la précision et la justesse des calculs quantiques. Donc, il y a un outil qui est primordial dans la plupart des paradigmes d'information quantique, qui est la correction d'erreurs quantique. Et nous, ce qu'on développe, en fond, c'est un outil d'intelligence artificielle pour réaliser cette tâche-là. Un défi qui est associé à ça, c'est que ça doit être un processus qui est extrêmement rapide pour pouvoir suivre, dans le fond, ce qu'on appelle la vitesse de décohérence des bits quantiques, donc des éléments d'information dans l'ordinateur quantique, qui vont, en fait, perdre toute leur qualité quantique très, très rapidement. Donc, il faut pouvoir, si on veut les corriger, pouvoir analyser l'erreur et déterminer une correction très, très rapidement. Donc, on parle là dépendant de la technologie, de quelques nanosecondes à quelques microsecondes, c'est extrêmement rapide. Et donc, développer un algorithme, mais aussi un support matériel pour cette tâche de décodage-là avec l'intelligence artificielle, ça demande des caractéristiques très précises. Il y a beaucoup de technologies quantiques qui opèrent à des très basses températures à l'intérieur d'un frigo à ébullition, d'un réfrigérateur qui va, comme on disait, à moins 273 degrés Celsius. Donc, ça, c'est des défis pour l'électronique classique, disons, pour ce qu'on a habituellement comme matériel pour l'IA. Donc, nous, ce qu'on s'intéresse, en fond, c'est à utiliser des technologies un peu plus émergentes qui vont offrir un potentiel d'utilisation dans un ordinateur cryogénique directement pour qu'on puisse l'intégrer avec le processeur quantique et réduire, dans le fond, le délai de communication et s'assurer que les corrections soient appliquées très rapidement. Et aussi, il faut qu'on ait, dans le fond, un processeur ou un processeur d'IA qui dissipe et qui consomme très peu d'énergie. Parce que si il dissipe trop d'énergie, en fait, il va venir réchauffer le cryostat et le processeur quantique. Et donc, on va perdre toute la qualité quantique de notre processeur. Donc, ça, c'est des défis techniques assez importants. Et c'est un des exemples de produits ou de projets sur lesquels on travaille. Puis, ce qui est intéressant avec ce que tu dis, c'est que chez Irréversible, vous travaillez l'IA pour le quantique. Puis, ce que je mentionnais dès le départ, c'était de dire, bien, est-ce qu'on peut prendre le quantique pour l'IA? Donc, il y a vraiment cette interrelation-là dans les deux sens qui est extrêmement intéressant. Donc, nous, de notre point de vue, c'est sûr que ça va être le quantique pour l'IA, mais de votre côté, c'est l'inverse et ça va aider dans les deux cas à améliorer les connaissances. Oui, puis on s'intéresse aussi à utiliser des phénomènes quantiques fondamentaux pour développer des nouveaux modèles et dans le fond, exploiter ces qualités quantiques-là de la nature pour améliorer certains modèles d'IA. Donc, c'est un exemple. Ouais. Je ferais peut-être un petit peu de pouce sur le quantique pour l'IA. Donc, Ghislain, comme tu l'as mentionné, on est encore un peu à tâter le terrain de où que le quantique peut aider avec l'IA. Il y a des places où on sait que ça l'aide. Il y a des places qu'on n'est pas encore sûr. Mais en fait, c'est un peu comme l'IA comme telle. Quand ça marche, on ne sait pas pourquoi, puis quand ça ne marche pas, on ne sait pas pourquoi. Donc, il faut l'essayer. Mais je pense, une chose qui est importante à noter, surtout pour cette salle-ci, je présume que, peut-être à tort, qu'une grande majorité de vous êtes relativement néophytes dans le quantique. Attendre que les solutions existent va déjà être trop tard. Et voici pourquoi. On ne peut pas juste quantomifier un algorithme. On ne peut pas dire j'ai quelque chose dans ma shop qui marche, qui m'aide, mais j'aimerais ça que ce soit un peu plus puissant. Je vais envoyer ça dans la machine quantique, puis ça va être rendu meilleur. C'est pas comme le IA classique que tout d'un coup, on avait le TensorFlow, puis tu n'avais pas besoin de savoir trop comment ça marchait. Tu faisais des calls à TensorFlow, tu appelais ta compagnie IA-driven, tout était bien.
Dans le quantique, Ghislain a mentionné, c'est un paradigme complètement différent. Donc, il faut retourner à la base de comment les algorithmes marchent pour pouvoir les utiliser. Donc, pour les personnes dans la salle ici qui sont peut-être en entreprise ou encore en recherche, c'est important de commencer très tôt parce la learning curve est quand même assez grande, malgré qu'il y a beaucoup de personnes comme l'Algolab, OneQubit et d'autres compagnies qui peuvent vous aider avec ça. Mais c'est pas juste prendre ce que vous faites aujourd'hui puis dire « je vais le quantomifier ». Donc, ça va prendre du temps. Et c'est pour ça que d'une manière, là je parle comme investisseur, pour garder un edge compétitif, il faut commencer de bonne heure, parce que vos compétiteurs, eux autres, ils ont déjà commencé. Puis quand les solutions vont exister, puis ils vont être commerciables, ou qu'ils vont avoir une utilité, ça va vous prendre 2 ans juste pour être capable de suivre la courbe, puis vos compétiteurs rendus très en avant. Donc, c'est important de commencer de bonne heure. Là, je fais un peu un pitch pour vous autres en passant. Je ne suis pas investisseur dans les compagnies. Mais c'est important de commencer tôt et de se mettre au courant tôt parce que c'est ça va prendre un certain temps. Donc, pour rester compétitif sur le marché, il faut vous embarquer plus tôt que tard. Donc, avis aux décideurs et chefs d'entreprise, vous pouvez tout de suite vous attaquer à la transition vers le quantique avec plusieurs aides et plusieurs outils. Non, Ghislain? Absolument. Donc, c'est le temps de parler des outils. Si vous êtes intéressé à démarrer votre aventure en quantique, il existe plusieurs façons de commencer. Sur Internet, il y a beaucoup de pas très bonnes références, mais il y en a aussi beaucoup de très bonnes. Sinon, il existe aussi beaucoup d'ateliers. À l'Algolab, en fait, de la façon qu'on a designé notre mise en place, en fait, il y a la recherche qui est fondamentale, mais il y a aussi bâtir une communauté de pratique. Et pour avoir une communauté de pratique, on s'en est rendu compte assez vite, il faut aussi avoir de l'éducation, donc des ateliers par rapport à ça. Donc, on a monté, nous, de notre côté, ça a été notre façon de répondre à cet enjeu-là, de savoir comment une entreprise peut commencer à s'intéresser, peut commencer à faire des premiers pas en quantique. Donc, on a monté toute une gamme d'ateliers, donc de très introductifs à intermédiaires, à avancés. Tout se trouve sur notre page web. Là, si vous tapez Algolab, éventuellement, vous allez trouver là, les informations. Sinon, vous pouvez m'écrire, puis je vous donne tout ça si vous êtes intéressé. Sinon, on a des activités aussi comme un hackathon quantique qui est la semaine prochaine. Il reste encore quelques places. Si vous êtes intéressé à monter des équipes de programmation, des équipes de 4, c'est gratuit. C'est jeudi la semaine prochaine à Sherbrooke, mais vous avez jusqu'à vendredi cette semaine pour inscrire une équipe si vous êtes intéressé. Donc, cette année, le thème, c'est optimisation en quantique. Donc, on part la matinée avec qu'est-ce qu'un qubit, donc le fameux bit d'information quantique desquels Sophie parlait. On part de qu'est-ce qu'un qubit, on va jusqu'à comment on accède à des librairies en ligne, donc d'algorithmes qui sont déjà existants. Puis dans l'après-midi, là, on vous lance quelques défis pour commencer à travailler avec de l'algorithmie quantique. Donc, ça, c'est la semaine prochaine. Sinon, on a tout un volet aussi qui est intéressement aux sciences quantiques. Donc, plus largement que strictement l'informatique quantique, c'est un projet qui s'appelle Curieux Quantique. Si vous êtes intéressé, on a aussi une infolettre. Avec Curieux Quantique, on vise le public en général, on vise les PME qui sont intéressés à faire une veille technologique, savoir qu'est-ce que c'est. OK, peut-être que ce n'est pas aujourd'hui que je veux me lancer, mais je veux quand même être au courant de ce qui se passe. Donc, avec Curieux Quantique, on a plusieurs actions de ce côté-là. Donc, grand public, petite entreprise, on a aussi tout ce qui est étudiants, étudiantes, préuniversitaires. Donc, on va beaucoup dans les cégeps. On a commencé à aller dans les secondaires, dans les écoles secondaires aussi depuis 2 ans. Sinon, tout ce qui est aussi public de vulgarisation scientifique, donc tous les Québec Sciences, Technosciences et compagnie. Là. Donc, on travaille en collaboration pour amener encore là, les sciences quantiques là, au plus grand nombre. Je vais m'arrêter ici, sinon on a vraiment énormément de projets de ce côté-là. Si vous êtes intéressé à en savoir plus, évidemment, je serai dans les corridors aujourd'hui. Vous pouvez venir me voir. Mais la question qui brûle les lèvres, j'en suis certaine, c'est est-ce qu'il faut être un très bon programmeur pour s'initier à la programmation sur un ordinateur quantique? Je suis un programmeur terrible, puis j'ai réussi à faire quelques trucs. Donc, pas besoin d'être très bon. Donc, la réponse, c'est oui. Ultimement, l'informatique quantique, c'est 3 sciences. C'est la physique, les maths et l'info.
Puis ça prend les trois. Dans l'équipe de l'Algolab, la majorité des gens arrivent avec 2 des 3 comme bagage et prennent, je veux dire, la première année pour apprendre la troisième branche, en fait, qui est moins la leur. Mais on ne s'en sort pas ultimement pour être capable d'utiliser les ordinateurs quantiques aujourd'hui. On est encore en train de travailler avec les portes logiques quantiques. Donc, comme les gens en programmation dans les années 70 utilisaient les portes logiques dans leur programmation, bien, on est aux années 70 de l'ordinateur quantique, si vous voulez. Donc, on travaille encore au niveau des portes logiques. Et pour être capable de travailler à ce niveau-là, bien, ça prend les 3 disciplines tout ensemble. Si vous êtes intéressé à avoir un premier aperçu de façon très ludique de l'informatique quantique, je vous invite à aller voir le projet enigmequantique.com qu'on a monté, énigme quantique au pluriel, parce que si vous ne mettez pas au pluriel, c'est bizarre ce qui sort. Mais au pluriel, c'est notre page web. On a monté une série de 12 vidéos animées, donc entre 7 et 10 minutes, où on utilise des énigmes classiques, mais qu'on cartographie sur un circuit quantique. Puis ça commence à donner un peu une intuition de comment on va aborder des projets en quantique. Vers la fin de la série d'énigmes, les 5 dernières, là, on aborde des algorithmes quantiques qu'on cartographie, donc toujours sur le circuit quantique, puis qu'on résout avec toujours un aspect de logique. Très peu de mathématiques dans les énigmes quantiques. Une belle façon de commencer. Martin, je sais que tu les as regardés déjà aussi. Ils sont très bons, puis surtout, sont entertaining. Donc, c'est le fun. Pas très facile de mon côté. Celle des portes logiques, j'ai toujours un peu de la misère, mais je l'aime bien. Je pense que je ferai un petit peu de pouce quand même, parce que, bon, souvent, on parle physique, quantique, on pense tout de suite, doctorat ou des matheux puis des grosses sciences. En réalité, juste la surface là, pour commencer à faire, même la mathématique de la science quantique est très, très, très simple. En fait, dans mon ancienne carrière, je faisais un peu ce que Ghislain fait aujourd'hui. On sortait la bonne nouvelle. On a réécrit un livre d'une centaine de pages sur les mathématiques de la science quantique pour étudiants au secondaire. Donc, le target, c'est secondaire 4, secondaire 5. Puis, si tu es capable de multiplier, tu connais un peu c'est quoi une fonction, puis c'est ça, de faire le signe égal, tu peux te lancer en informatique quantique. C'est des matrices puis des vecteurs qui sont tout petits. Puis les matrices vecteurs, c'est juste des chiffres dans une boîte. Donc, ça peut devenir arbitrairement compliqué éventuellement, mais juste pour faire les premiers portes quantiques, les premiers algorithmes, c'est incroyablement simple. Si vous connaissez un petit peu d'algèbre linéaire, vous avez déjà tout ce que vous avez pour pouvoir suivre, aller au-delà de l'énigme quantique. Donc, sérieusement, ayez pas peur. Le départ, il n'est pas si... Enlevez les mots quantiques, physique, c'est relativement simple. Ça vous prend un peu de concentration, là, mais tout le monde peut se garrocher là-dedans. Si un étudiant au secondaire 4 peut le faire, je pense que vous êtes capable. Sinon, peut-être retourner à l'école. J'apporte peut-être une petite une nuance venant du côté industrie, si on peut dire. C'est pas nécessaire d'avoir, pour faire de l'IA et du quantique, d'avoir un doctorat dans les deux. Hein? En général, les gens qu'on emploie, évidemment, parce qu'on est une start-up qui est au départ, donc on va aller chercher des gens qui ont des connaissances très fondamentales, très poussées, mais ça va être seulement dans un des 2 domaines. Et même si on fait une combinaison des 2 domaines dans les produits, dans les projets qu'on a, en général, on va avoir une équipe qui est assez diversifiée pour qu'on ait une personne qui étudie, par exemple, en génie électrique, avec des habiletés en programmation, puis en réalisation de modèles IA classiques, qui va être très, très adepte là-dedans, mais qui ne connaît pas grand-chose au quantique. Puis de l'autre côté, on va avoir des scientifiques quantiques qui connaissent la physique quantique puis l'information quantique, mais en combinant les deux, on va aller chercher la base qu'on a besoin de nos collègues, dans le fond, pour contribuer au maximum de nos capacités. Donc, ce n'est pas nécessaire d'être un expert dans tous ces domaines-là, un peu comme tu disais, Ghislain. Un suffit. Oui, puis pour renchérir sur les commentaires de Martin et Sophie, on a lancé à l'Université de Sherbrooke le premier bac en sciences de l'information quantique au monde, en français. Peut-être le 2e, 3e, 4e, 5e, toutes langues confondues, dépendamment de comment vous calculez. Mais en français, c'est le premier. Puis c'est intéressant parce que quand les premières personnes vont graduer
en décembre l'an prochain de ce bac-là, ben, on aura des gens avec des baccalauréats en poche qui vont être complètement habilités à faire de la programmation quantique en entreprise. Et évidemment, ben, c'est aussi une des réponses qu'on a de la part de l'université pour alimenter en employés éventuellement ben, les startups et les plus grandes entreprises qui sont dans la zone d'innovation, donc pour être capable d'avoir, ben, en fait, offrir à nos finissants, nos finissantes des emplois sur place, mais aussi à l'inverse, dire aux entreprises, ben, si vous venez vous installer à Sherbrooke, vous allez avoir une main-d'œuvre qualifiée qui, oui, va partir du bac, incluant des gens après ça aux études graduées qui auront des maîtrises, des docs en poche, mais vous allez avoir une main-d'œuvre qualifiée pour faire rouler vos entreprises. Donc, je prends la balle au bon parce que je sais que la directrice du baccalauréat en sciences de l'information quantique est en ligne avec nous aujourd'hui et je suis certaine qu'elle me dirait « Ah, Eliane, parle des stages. » Donc, s'il y a des entreprises qui ont entendu les dernières minutes et qui se sont dit « OK, ouais, peut-être, moi, je vais commencer à m'intéresser à ça, la transition m'intéresse. Peut-être qu'un stagiaire provenant du bac serait une bonne alternative pour vous. » Donc, vous irez voir ça, bac en sciences de l'information quantique à l'Université de Sherbrooke. On continue avec un petit peu d'histoire. Vous êtes probablement tous au courant qu'on a eu ce qu'on appelle le Winter AI. En fait, il y a eu 2 épisodes de Winter AI. Donc, c'est ce moment où les attentes étaient très élevées et les résultats n'ont pas été au rendez-vous. On parle des années 70 et fin 80. C'était principalement une limitation de la technologie, puis un manque de puissance de calcul. Là, vous avez dit tantôt que l'ordinateur quantique n'était pas tout à fait là. On a parlé de correction, d'erreurs. Est-ce qu'on peut s'attendre un peu à la même trajectoire, selon vous, pour le quantique qu'on a vécu avec le Winter AI? Bien, on ne veut pas aller là. Ça, c'est sûr. Mais c'est sûr que la question de l'hiver quantique, le Quantum Winter, c'est sûr qu'on en parle souvent. Parce que, il y a eu énormément de hype. Okay? On ne s'en cachera pas. Là, le concept des technologies quantiques remonte un peu on parle de début 2000, puis ça fait à peu près 20 ans que c'est dans les 10 prochaines années. Puis c'est encore dans 10 ans, puis ça va être ça pendant un certain temps. Donc, il y a eu beaucoup de hype. Ceci étant dit, je pense que d'une manière objective, on est vraiment rendu sur la ligne où l'ordinateur quantique va commencer à nous donner des avantages commerciaux, des vrais avantages comparativement à utiliser un superordinateur ou dans le cloud. Mais quand je dis qu'on est sur la ligne, ça ne veut pas dire qu'on a débloqué toute la puissance de l'ordinateur quantique. Parce que toute la grosse puissance qu'on connaît de ce que ça peut arriver, c'est encore dans un certain temps, parce que ça va prendre des machines très complexes. Mais dans certains cas, puis je pense que Sophie et Justin vont être mieux placés pour en parler, mais dans certains cas, on est vraiment, moi je pense d'ici 1 an ou 2, là, on est rendu là. Ceci étant dit, je reviens encore à ce que je disais tantôt, il ne faut pas attendre 1 an ou 2 que les avantages soient là pour commencer à regarder ça. Donc, 1. 2, avec le hype vient beaucoup d'investissements un peu stupides. Donc, il y a eu des compagnies qui ont réussi à lever énormément de cash. On ne parle pas de 1 ou 2 millions. Là. Il y a des compagnies qui lèvent à coût de 200, 300, 400 millions de dollars pour des choses qui sont, comment je peux dire, optimistes, puis quand même incertain. Mais si tout le monde embarque là-dedans, un moment donné, il va y avoir une surévaluation de tout, puis un moment donné, ça va tout planter. En fait, avant hier, il y a eu l'annonce d'une des... Il y a 5 compagnies publiques en quantique qui ont été publiques, donc sur le marché boursier. Ils ont toutes planté, sauf une. Puis il y en a une qui a annoncé qu'ils finissaient leur activité. Donc ça l'aide pas à nourrir, parce que ça a été un parfait exemple d'un overhype. Ils ont été en bourse, le monde se sont garochés là-dessus. Après ça, ils ont ouvert leur livre, puis le monde a fait « Ouais, mais attends un petit peu, là. Vous êtes coté à 5 milliards de dollars, mais vous avez 200 000 de revenus dans les 3 derniers mois. Ça a tout vendu, puis là, ils ferment. » Donc, c'est là, puis c'est un peu là que du monde comme nous, ici, on essaye d'être pragmatique. Même en investissement, on ne veut pas garocher notre argent pour rien. Il faut être pragmatique. Il faut que la communauté et les utilisateurs comprennent dans quoi ils s'embarquent. Il faut être... Le hype est fini. Je pense qu'on est assez connus. Je pense qu'il faut être très objectif. Il y a encore de super choses. L'opportunité est écœurante, mais on ne veut pas la survendre pour ne pas tomber dans un Quantum Winter comme on a eu avec l'AI. Tu parles d'opportunités, Martin, puis de problèmes à résoudre, puis de capacité de calcul et tout ça avec l'ordinateur quantique, mais je ne vous ai pas entendu encore nous dire vraiment
à quoi l'informatique quantique va servir? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Quand? Est-ce que vous avez des exemples de cas de figure, de problèmes auxquels on n'est pas capable de s'adresser aujourd'hui, mais qu'avec l'ordinateur quantique, on pense qu'on va pouvoir avoir des réponses? C'est beaucoup de questions en un seul souffle. Ouais. Je vais essayer de répondre moi aussi en un seul souffle, tu vas voir. Pour ce qui est de la correction d'erreurs, les entreprises en hardware ont commencé à nous en parler puis à commencer à nous montrer leur roadmap. Donc, IBM, par exemple, c'est 2029, si je ne me trompe pas. Donc, c'est le même matin, là, 2029. Donc, d'ici 3 ans et demi, ça veut dire qu'IBM va avoir des temps de cohérence suffisamment longs. Sophie en parlait tout à l'heure. On a besoin de temps de cohérence pour nos systèmes qui sont suffisamment longs pour être capable d'aller faire des mesures à mi-circuit, être capable d'analyser tout ça, être capable d'aller recorriger les erreurs qui seraient introduites avant de perdre la cohérence. Puis au moment où on est capable de commencer à faire cette correction d'erreur-là, bien, le temps de cohérence va lui-même augmenter. Donc, il y a une espèce de point de bascule là, qui va arriver quand on va réellement faire de la correction d'erreur. Aujourd'hui, c'est de la mitigation d'erreurs. Ça va être des couches d'IA dans le middleware qui vont venir atténuer les erreurs produites dans les calculs. Donc, on a des meilleurs résultats avec cette atténuation d'erreurs-là qu'il y en avait il y a 1 an, 2 ans, 3 ans, mais ce n'est pas encore de la correction d'erreurs. Il y a d'autres entreprises qui nous parlent de correction d'erreurs dès l'an prochain, dès dans 2 ans. Donc, ça dépend après ça des technologies utilisées pour fabriquer les fameux qubits. Il y a 6, 7, 8 technologies plus prometteuses. Chaque entreprise mise sur une ou deux de ces technologies-là. Donc, en termes de hardware disponible, ça va dans le sens de ce que Martin disait. On est sur le point d'avoir des percées. En fait, c'est fascinant. Là, le premier qubit adressable était en 99. Donc, le premier qubit dans un laboratoire où on est capable de manipuler, puis de le mesurer, puis de dire « Hey, on a adressé un qubit ». En 99, on est en 2024, 25 ans plus tard, puis aujourd'hui, on a des dizaines, voire des centaines de qubits dans un ordinateur quantique. Même si c'est bruyant, ça reste fascinant en termes technologiques. Il y a encore des verrous technologiques à aller ouvrir, mais la progression est fantastique. Maintenant, toujours dans le même souffle, ta question, c'était où est-ce que ça va être utilisé? Il y a 3 grands domaines où on pense que l'informatique quantique va être utile à plus court terme. Le quantum machine learning, c'en est un, l'optimisation, mais je vous dirais surtout la modélisation d'environnements qui sont eux-mêmes quantiques. Donc, tout ce qui est modélisation de matériaux, tout ce qui est modélisation d'environnements quantiques, comme le développement, par exemple, de médicaments, la physique des particules, physique des hautes énergies, on va avoir dans catalyse chimique pour procédés chimiques. Procédés chimiques, oui, absolument. Pourquoi? Bien, parce que la chimie, dans le fond, c'est quantique à la base. Donc, à partir du moment où on a un environnement qui est quantique, si on est capable de prendre cet environnement-là, de bien préparer nos états quantiques dans notre ordinateur, bien, on a juste à laisser évoluer notre ordinateur quantique. Il va se comporter comme l'environnement qu'on essaie de modéliser. Donc, on va être capable d'aller regarder à la toute fin de cette évolution-là où est-ce qu'on est rendu dans notre système et on va être capable de bien simuler la nature de cette manière-là. Donc, les premiers, les fruits les plus bas dans l'arbre sont définitivement de ce qu'on voit aujourd'hui du côté de la modélisation en chimie, en matériaux. Donc, c'est vraiment de ce côté-là. On a des projets en apprentissage automatique quantique, on a des projets en optimisation. C'est important de continuer de les regarder, de regarder où est-ce qu'il faut aller. Il y a des portes qui se ferment, il y a des portes qui s'ouvrent, et c'est ça la recherche. En fait, là, on est encore en train de trouver c'est quoi les axes qui vont nous permettre d'avoir des avantages. Puis ton 3e bout de souffle, c'était sur quand? Je ne sais pas. On avait toujours une fenêtre d'horizon de 10 ans qui se prolonge plus ou moins à voir si maintenant le 10 ans est fixe. Bien, je veux juste clarifier. Quand on parle, je vais redire ce que j'ai dit. Il y a l'ordinateur quantique ultime, là, celui qui est programmable, pas genre l'équivalent quantique de l'ordinateur qu'on a aujourd'hui. Ça, c'est 10 ans, c'est optimiste, peut-être un peu plus loin, mais comme je mentionnais, il y a d'autres applications qui vont demander des ordinateurs plus petits, plus bruyants. Ceux-là, ils s'en viennent. Puis c'est là qu'on ça va être dans le IA, ce que Justin parlait, IA, optimisation et tout. Donc ça, c'est pas 10 ans pour tourner. C'est pas une switch, là. Ça va être graduel, mais c'est encore aujourd'hui, on fait de la recherche sur les ordinateurs normaux. Il existe depuis 1949, puis les ordinateurs traditionnels, ils n'ont pas changé de structure, mais on fait toujours des avancements. Le quantique, ça va être comme ça aussi. Là.
Martin, il y a quelques jours, voire quelques semaines, tu as eu l'occasion d'animer un atelier où tu parlais aux gens du quantique sous la thématique Explain like I'm five. Je me demandais où ça en Donc, allait. s'il y a des gens dans la salle qui se disent ouais, mais là, depuis tantôt, ils parlent d'ordinateur quantique, puis l'IA, ça va, je comprends c'est quoi, c'est rendu très répandu, très démocratisé. Le quantique, c'est pour la plupart des gens un peu encore obscur. Explain like I'm five, c'est comment la différence entre un ordinateur classique et un ordinateur quantique? La réponse la plus courte, c'est... donc, l'ordinateur classique, c'est des 0 et des 1. Ça n'a pas changé. Okay? C'était ça au début, c'est encore ça aujourd'hui. On est juste devenu meilleur à le faire, plus rapide, plus petit, plus moins d'énergie. Mais, puis on ne se comptera pas de blague, l'IA traditionnelle, c'est juste un avancement de l'algorithme traditionnel. Il n'y a pas eu de changement dans le fondamental, dans la fonction fondamentale des ordinateurs depuis l'invention de l'ENIAC en 1949. Ordinateur quantique, on n'utilise pas les 0 et les 1, on utilise les comportements des atomes et des molécules, d'où la physique quantique. Puis ces comportements-là sont radicalement différents de comment on expérience le monde autour de nous. Donc, on parle de superposition, d'intrication. Donc, on peut rentrer dans un cours de sciences pendant longtemps, mais il y a des comportements de la matière dont nous n'avons pas accès dans notre grandeur d'échelle. Donc, on utilise ça pour faire du calcul. Donc, la réponse la plus simple, c'est qu'on a une nouvelle boîte à outils qu'on n'a jamais utilisée auparavant, puis qu'on utilise pour construire des technologies, que ce soit l'informatique, ça peut être des capteurs, ça peut être de la cybersécurité, il y a d'autres choses que l'informatique. Donc, c'est une nouvelle boîte à outils jamais utilisée avant, qui nous permet de faire des technologies qui sont, dans certains cas, inutiles, dans d'autres cas, exponentiellement plus puissantes. Donc, ça, c'est le plus simple. On a pitché vite la superposition puis l'intrication. Ça vous dit peut-être pas grand-chose. Ça sonne français, mais en fait, c'est quoi ces concepts-là? Moi, je trouve ça vraiment intéressant. Est-ce qu'on peut le... Oui, je peux peut-être me lancer. Dans le fond, je vais y aller avec une suite de ce que Martin vient d'expliquer. L'image la plus simple, je trouve, c'est si vous avez une bibliothèque avec 10 millions de livres en avant de vous et vous cherchez un mot qui est dans un livre. Puis là, vous demandez à votre ordinateur, peux-tu me trouver où est-ce qu'il y a ce mot-là dans ma bibliothèque de 10 millions de livres? L'ordinateur classique va devoir ouvrir chaque page de chaque livre, lire chacun des mots et trouver où se trouve le livre, où se trouve le mot en question. L'ordinateur quantique, grâce au phénomène de superposition, entre autres, va plutôt regarder tous les mots de toutes les pages, de tous les livres, de tous les rayons en parallèle. Et quand on va faire évoluer notre système de façon brillante, puis qu'on va utiliser ces principes-là de mécanique quantique, on va prendre à la fin notre mesure et on va se faire indiquer une réponse qui va être probablement ce qui est une... On salue tous les extraterrestres dans la salle. Donc, vous ne savez pas, je pensais que c'était dans ma tête, mais ça a l'air que tout le monde l'entend aussi. L'idée de l'ordinateur quantique, donc, c'est qu'il va regarder toutes les options en parallèle, puis à la fin, quand on va prendre notre mesure, va nous indiquer peut-être pas quelle page, peut-être pas quel livre, peut-être quel rayon, mais va dire, OK, la bonne réponse se trouve probablement dans un livre sur ce rayon-ci. Et ensuite de ça, bien là, classiquement, allons voir où se trouve exactement la réponse. Donc, on est dans un phénomène probabiliste, donc on va utiliser les probabilités. Ce n'est pas déterministe comme un ordinateur classique l'est, mais on va être capable d'augmenter notre capacité de recherche de cette manière-là. Donc, c'est peut-être l'image la plus simple pour illustrer la superposition d'états et comment on va aborder un problème en informatique quantique. Donc, c'est complètement différent, plutôt que de prendre vraiment livre par livre, mot par mot. Là, souvent, c'est à ce moment-là qu'il y a du monde qui nous regarde. Il faut comme, OK, c'est des crackpots, là. Ils viennent d'inventer des théories. Ouais. La théorie de la mécanique quantique a été développée au début des années 1900. Dans les laboratoires, on la teste depuis 150 ans pour essayer de démontrer qu'elle est fausse parce qu'elle est vraiment bizarre. À date, c'est la théorie la plus précise, la plus testée qu'on a développée pour décrire la nature. Donc, malgré qu'on sonne comme des crackpots, c'est la science quantique, puis elle est testée, vérifiée et prouvée à maintes reprises. Donc, on n'est pas des crackpots.
Peut-être Sophie un petit peu, là, mais parce qu'elle travaille dedans. Là, ça, Oui, c'est ça. Ça a des effets. Ben, quand même, je voulais justement passer le feu de lumière à Sophie. Quand même, irréversible, on en a glissé un petit mot tantôt rapidos, mais vous avez quand même une belle mission sociale aussi qui est d'avoir un côté un peu plus énergétique, éco-responsable à votre hardware. Est-ce que tu pourrais nous en parler en terminant ce superbe panel? Oui, ben, je pense qu'il y a un problème que beaucoup de gens qui sont au courant au niveau de l'IA, c'est la consommation d'énergie qui est extrêmement élevée. Donc, c'est une des raisons pour lesquelles on s'intéresse à développer du nouveau matériel qui va être fondamentalement plus, je ne veux pas dire éco-énergétique, là, je pense qu'on n'est pas rendu là, mais qui va consommer moins d'énergie, qui va être plus rapide pour les mêmes tâches. Puis c'est pour ça qu'on s'intéresse à des technologies qui sont émergentes, par exemple des mémoires analogues, donc des paradigmes de calcul un peu différents, pas du quantique, mais qui sont des paradigmes qui ont été un peu laissés de côté, par exemple pour le développement des modèles numériques avec lesquels on est familier. Donc une façon de faire des calculs, de faire du computing qui est plus analogue, qui exploite des phénomènes un peu différents. Puis, ce qu'on espère, c'est qu'il y ait un potentiel, dans le fond, de réaliser les tâches de l'IA de façon en consommant beaucoup moins d'énergie, dans le fond. Donc, pour ne pas atteindre si on veut, dans la direction à laquelle on s'en va, là, c'est assez fou. Là. Je ne connais pas les chiffres par cœur, là, mais la quantité d'énergie qui est consommée par les outils IA qui sont disponibles. Puis ça va aller en augmentant parce qu'on essaye de l'appliquer à toutes les sauces, l'IA. Donc, c'est ça. Il faut se pencher sur la question de comment on le réalise. Pas juste les modèles, mais sur quoi on le fait rouler, ces calculs d'IA-là. Donc, c'est ça. On s'intéresse à ça. J'avais eu un cas de figure, c'est peut-être pas vrai, mais qu'à chaque requête qu'on fait sur Google, c'est l'équivalent de faire bouillir une bouilloire d'eau. Ouais. C'est immense. J'ai pas de référence là-dessus, mais je veux dire, la consommation d'énergie est absolument incroyablement immense. Si ça s'avère vrai, on va souhaiter à Irréversible d'avoir un vrai beau succès technologique dans vos produits parce qu'effectivement, l'éco-responsabilité est quand même un aspect important là, des innovations et des découvertes technologiques. Donc, ben, Martin, il me reste 1 minute. J'ai le goût de te passer la POC, comme j'aime dire. Tu as fait des études dans un des plus grands centres quantiques canadiens, à Waterloo. Tu as fait différentes choses là, avec ton parcours un peu éclectique. Puis à un moment donné, tu t'es fait approcher par un autre grand centre quantique aux États-Unis. Tu as décidé de venir avec ta famille à Sherbrooke. J'aimerais ça que tu me dises un petit peu pourquoi. Ça m'intéresse de voir quelqu'un qui, de ton pedigree, a décidé de retentir dans cette ville à 1h30 de Montréal. Pourquoi Sherbrooke? Bien, je suis natif du Québec. Ça faisait 18 ans que j'étais parti du Québec. J'étais installé en Ontario, comme ça mentionné. Waterloo, en Ontario, ça a été le premier grand centre focus sur le quantique au monde, avec beaucoup d'argent. Je pense qu'il y a eu l'équivalent de 1,5 milliard de dollars d'investis dans cette région-là. Donc, j'étais assez confortable là. J'avais ma femme, mes enfants, mes poules, mes cailles, tout était bien. À un moment donné, il fallait changer. Puis, Sherbrooke, ça a toujours été un peu, comment je pourrais dire, le underdog au Canada. T'sais, petit écosystème, mais qui tapait très fort. Il y avait quelques très, très bons chercheurs que je connaissais un peu. Donc, je gardais toujours un œil proche. Puis, un jour, j'ai décidé de venir visiter, puis ça m'a jeté à terre. Okay? Moi, j'ai été brainwashé pour dire Waterloo, c'est la meilleure place, puis que toutes les belles affaires. Puis j'arrive à Sherbrooke, puis ils ont tout ce qu'on avait et encore plus. Les places de fabrication, toutes les infrastructures. Mais surtout, c'est parce qu'ils faisaient les choses pas selon les règles. Pour être capable de se rendre là, ils ont tout cassé les règles. Tu as mentionné tantôt qu'un département de physique qui fait qu'un seul sujet, ça n'existe nulle part d'autre ailleurs. En fait, j'ai trouvé que c'était une gang de crackpots. Puis qui avait une ambition intéressante, puis le gouvernement commençait à les backer aussi avec le concept des zones d'innovation. Donc, j'ai vu en Sherbrooke peut-être la place la plus fertile au monde pour pouvoir créer pas juste pour créer l'écosystème, mais qu'il y avait déjà les bases qui étaient là. Il y avait déjà des entreprises comme OneQubit qui sont très bien connues, qui étaient installées. Il y avait des infrastructures, il y avait le momentum. Donc, je voyais dans le petit Sherbrooke, que je ne connaissais pas tant que ça. J'allais juste à l'université pour virer la brosse une fois de temps en temps. C'était ça mon expérience de Sherbrooke. Mais
il y avait une ambition qui était, j'avais vu nulle part ailleurs au monde, puis surtout qui ne suivait pas les règles. Puis un moment donné, je me rappelle, c'était les mondes de l'université, il m'avait dit, We don't know what we're doing. We're trying to figure it out. Do you want to come and figure it out with us? Puis ça, habituellement, le monde, il partirait en courant. Moi, ça m'a vraiment interpellé. Puis c'est ça qui est beau à Sherbrooke présentement, je pense. On travaille tous pour des compagnies différentes. On a toutes des missions différentes, mais on se connaît très bien. On travaille ensemble. On collabore. Puis ça, c'est à Sherbrooke, il y a une communauté, un désir de collaboration qui est inné dans le monde. Puis je pense que c'est ça qui va faire Sherbrooke, qui est déjà un grand centre mondial, qui va faire un encore plus grand centre parce que la compétition à l'interne n'existe pas ou peu. On est tous là pour s'aider parce qu'on a tous un but commun. Puis c'est ça qui a décidé d'emmener mes poules et mes enfants à Sherbrooke. Super. Donc, l'invitation à vous aussi est lancée à la maison et dans l'audience. Si jamais vous avez des projets, le goût de développer certaines applications, de commencer à programmer sur un ordinateur quantique, bien, faites-nous signe, on va être là, on va vous accompagner avec grand plaisir. Et puis là, je pense que c'est maintenant la période des questions. Alors, gâtez-vous, il nous reste quelques minutes. Vous avez devant vous là, des gens très techniques qui peuvent aussi bien vulgariser n'importe quelle question. Soyez pas gênés. Bonjour. Bonjour. OK, allez plus loin. Mon nom est Mélanie Bourque. Je voulais savoir, je vous écoute, puis la technologie semble loin d'être utilisable par des PME. Est-ce que je me trompe? Est-ce qu'une PME, dans les 4-5 prochaines années, va pouvoir utiliser ça? Puis si oui, à quoi? Une PME normale. Oui, bonne question. Les trois grandes caractéristiques aujourd'hui pour partir des projets en informatique quantique, ça reste d'avoir de l'argent, d'avoir du temps, donc des ressources humaines capables de s'investir dans comprendre l'informatique quantique. Quand on fait des projets, nous, à l'université, on les fait toujours en collaboration. Ce n'est pas des contrats de recherche qu'on veut, c'est des collaborations avec des industriels et du temps. Donc, si vous avez ces trois caractéristiques-là, c'est-à-dire du temps, si vous êtes prête à dire, OK, j'investis d'un point de vue stratégique dans cette technologie-là, j'ai plus de 5 ans devant moi, peut-être 10, et je suis capable d'encaisser ça, oui, vous êtes à la bonne place. Si, comme PME, comme souvent on le sait, les investissements doivent avoir un retour sur investissement à l'intérieur d'1 ou 2 ans, aujourd'hui, c'est probablement une veille technologique qui est la meilleure façon d'aborder l'informatique quantique. Il y a moyen de commencer à se plonger. Je nommais tantôt des ressources qui existent. Il existe plein de tutoriels fabuleux sur Internet où vous pouvez vraiment apprendre. Il existe des livres à lire, il existe des exercices à faire, il existe des ateliers, comme je vous disais, des hackathons. Donc, il y a plein de ressources qui sont disponibles. Mais d'un point de vue pratique, en termes de recherche, c'est pas si souvent qu'on a des projets avec des PME. Je ne dis pas que qu'on n'en a pas, là, j'en ai 2 en tête, là, mais généralement, c'est quand même la plus grande entreprise. En fait, j'aimerais entendre Sophie. À OneQubit, vous avez travaillé beaucoup avec d'autres compagnies. Y en avait-tu des PME là-dedans ou c'est surtout des grandes entreprises? Il y avait des PME au sens que c'était des compagnies qui font plus de la recherche, qui sont au niveau R&D, là, qui sont au niveau start-up. Donc, ça reste quand même de l'exploration, comme Justin disait. Donc, c'est sûr que les PME... Il faudrait que je vérifie. Je t'avoue que là, je n'ai pas été si longtemps que ça à OneQubit avant qu'on change, mais ouais. C'est une bonne question. Peut-être ce que je mentionnerais, Justin, 100% d'accord avec toi. Pour une PME, ça reste un investissement. Parce qu'on l'a mentionné déjà, le retour, aujourd'hui, il n'y en a pas. Parce que l'ordinateur, on ne peut pas faire quelque chose d'utile avec un ordinateur quantique. Donc, ça reste un investissement dans le 3 à 5 ans pour que quand que le hardware va balancer vers l'utilité qu'on appelle, vous allez être prêt, vous allez être là. Donc, ça reste, c'est pas une dépense, c'est un investissement, mais il n'y a pas un ROI tout de suite. Donc, il faut être dans cette mentalité-là. Puis on comprend très bien que les PME, des fois, ils n'ont pas cette lousse d'argent-là. Donc, l'AlgoLab, c'est un exemple d'infrastructures qui peuvent aider. Il y a aussi quelque chose qui s'appelle Pink, la plateforme
une plateforme d'innovation numérique et quantique du Québec qui offre des services. Il y a Calcul Québec aussi. Donc, il y a quand même une infrastructure au Québec pour réduire la barrière d'entrée, mais ça reste un investissement potentiellement substantiel. Cela dit, on n'en a pas parlé aujourd'hui. Je mentionnerai quand même que ce n'est pas juste l'informatique quantique qui a un avantage. On amène aussi pour les capteurs et la cybersécurité. Donc, si vous êtes une compagnie qui gère des données qui ont besoin d'être sécures pendant plus de 5 ans, vous devez regarder la cybersécurité quantique aujourd'hui. Appelez-moi, on peut en parler. Ou si vous êtes dans le domaine des capteurs, donc avoir des senseurs qui ont besoin d'être plus précis, plus sensibles, le quantique peut vous aider aussi. Puis ça, il y a du ROI aujourd'hui, parce que c'est moins complexe. Mais on n'en a pas parlé aujourd'hui, parce que c'est sur le IA, là, mais il y a ça aussi que le quantique peut amener aujourd'hui. On a une deuxième question. Oui, merci. Pardon. D'ailleurs, de nous ouvrir l'esprit comme ça un mercredi matin, on saigne tout un peu du nez, je pense. Mais bon, j'ai une question. On n'a pas parlé du blockchain du tout là-dedans, du cadre financier. Donc, c'est plus corrélation finance quantique IA. Vous mentionnez à quel point l'IA peut aussi servir pour la correction d'erreurs. En envisageant une collaboration entre l'IA, blockchain, dans un cadre vraiment financier, y a-t-il des avancées potentielles qui pourraient émerger pour optimiser les modèles financiers basés sur le quantique? Oui, absolument. Pas de blockchain. Donc, nous, on a plusieurs projets avec des profs du côté finance. On a eu un projet cet été avec l'Autorité des marchés financiers également. Donc, on est plus en modélisation de portefeuille, en optimisation d'options, donc tout ce qui est évolution de séries temporelles ou de variables dans le temps. Actuellement, les projets qu'on fait sont vraiment plus de ce côté-là. Le blockchain, en fait, a beaucoup de problèmes d'un point de vue consommation d'énergie, d'un point de vue pensée par rapport à ce que c'est. Puis ultimement, ben, Martin vient de mentionner la cybersécurité. Quand un ordinateur quantique va être complètement fonctionnel, le blockchain classique a beaucoup d'enjeux de ce côté-là également. Donc aujourd'hui, nous, on ne base pas nos projets de recherche vers cette portion-là de la technologie, mais des projets en finance quantique, oui, absolument. On a énormément d'intérêt et on a plusieurs profs avec qui on travaille, plusieurs stagiaires également. Bien, Ghislain l'a mentionné, le blockchain est particulièrement vulnérable ce qu'on appelle aux attaques quantiques. Donc, une des applications des ordinateurs quantiques assez gros, c'est d'attaquer la cybersécurité. Donc, la blockchain est 100% vulnérable parce que quelqu'un avec un ordinateur quantique assez gros va être capable de usurper tout le monde qui signe sa blockchain puis transférer tout l'argent. La beauté, c'est que les solutions existent déjà. Puis il y a déjà des blockchains qui commencent à être ce qu'on appelle quantum safe. Donc, il y a des ledgers qui sont quantum safe. Puis faire une transition d'une blockchain classique, disons Ethereum, vers une blockchain qui est résistante au quantique va être, entre parenthèses, relativement simple. Parce que c'est juste une question de packager avec une nouvelle signature, puis ensuite changer l'algorithme de signature d'identité. Les solutions sont là. On n'est pas encore au temps qu'il faut commencer à capoter un peu, parce que cet ordinateur-là est encore dans un bout, là, mais il faut garder ça en tête. Bon, bien, on espère qu'on ne vous a pas trop fait saigner du nez aujourd'hui, puis que vous allez venir nous visiter à Sherbrooke. Sur ce, bon mercredi à tous. Merci. 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 Merci beaucoup. Merci. Merci. Ben non, il n'y a aucun problème. Merci. Alors, encore une fois, un grand merci à Ghislain, Martin, Sophie et la modératrice Eliane pour ce beau panel. Je sais que vous aviez d'autres questions. En passant, je vois que le monde commence à quitter. Juste une seconde. Je vais vous donner quelques instructions aussi. D'habitude, quand on termine le panel ou on termine une des conférences, on vous invite, si vous voulez quitter, de quitter par la porte en arrière et ensuite faire le tour si vous êtes déjà inscrit pour la prochaine conférence. On va avoir une superbe conférence dans quelques instants. Alors, n'allez pas trop loin si vous êtes inscrit pour la prochaine conférence. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre? Je pense que c'est tout. Je sais qu'il y en avait d'autres qui avaient des questions. N'hésitez pas à aller retrouver les intervenants. Il y a le Lab des connexions là, qui est juste au fond de la salle qui va vous permettre de continuer la conversation si vous avez d'autres questions pour les intervenants. Alors, sur ce, on prend une pause d'environ 10 minutes et les internautes à la maison, ben, prenez une petite pause café ou d'étirement et on se retrouve pour la prochaine conférence. Merci. À tout de suite.